Retour du Niger, une nation vivante, alerte et guidée par un leadership humble et déterminé. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement le peuple nigérien et les plus hautes autorités du Niger pour l'accueil formidable qui a été réservé à la délégation de l'Institut de l'Afrique des Libertés que je conduisais depuis une semaine au Niger. Cette délégation, constituée de 2 avocats internationaux réputés, Maître Ndjifutao Woshao Aboubekr, des barreaux de Lille et Bruxelles, Maître Eléa Tangan, du barreau de Londres, et le docteur en communication, venu de Bamako, Drissa Kanambaye. Cette délégation a eu l'occasion de vivre pleinement la vie nigérienne, de voir son cœur battre aux poules du grand peuple africain du Niger, grâce à l'accueil formidable de ce peuple et de ses autorités au sommet desquelles son Excellence, Monsieur le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, ses compagnons du CNSP, le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeyn. Et pendant ce séjour, nous avons tout particulièrement bénéficié de l'accompagnement, du tutorat, de la fraternité exceptionnelle du ministre de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture du Niger, le colonel-major, mon ami et frère, Abdourahmane Amadou Djibo. Nous avons été là sous la bienveillance des principaux responsables du CNSP. Je ne pourrais manquer ici de remercier le ministre d'État, général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur de la République du Niger. Je ne saurais oublier le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État à la Défense, et tous leurs compagnons. Je ne voudrais ici oublier personne, mais il serait fastidieux de les citer les uns après les autres. Ils savent la reconnaissance infinie que le fils de l'Afrique et du Niger que je suis a pour l'honneur et la considération qui ont été faits à ma modeste délégation, à ma modeste personne. Le peuple nigérien, quand vous allez à Niamey, vous commencez déjà à le rencontrer dans les aéroports qui vous y conduisent, dans les avions qui vous y conduisent, et la joie de savoir que vous allez être avec lui pendant quelques jours. Cette joie vous atteint déjà dans l'oiseau de fer qui vous conduit au Niger. Sur le chemin aérien vers le Niger, dont je vous épargnerai les détails en raison des questions de sécurité, j'ai eu le bonheur de rencontrer des Nigériennes et des Nigériens pleins de chaleur, de reconnaissance, pleins d'intelligence, de finesse, et qui m'ont montré qu'ils suivaient encore mieux mes travaux que je ne le pensais. Parmi eux, je voudrais saluer l'écrivain Adamou Idé, que j'ai d'ailleurs par la suite retrouvé à ma résidence de Niamey pour une présentation de nos 2 livres respectifs, le sien sur l'unité nationale dans le processus d'émancipation du Niger, le mien, l'an 1 de la révolution panafricaniste du CNSP du Niger que je vous ai présenté. Quand on arrive donc au Niger, à partir de l'aéroport et qu'on entre dans le pays, c'est une succession de reconnaissances. Aucun lieu au Niger où, à peine 3 pas franchis, je ne reçoive le sourire de la vendeuse de beignets, du vendeur de choukouya, du taximan qui passe, du jeune étudiant, le sourire du savetier, du cordonnier, le sourire de la jeune femme pressée du marché, le sourire du doyen qui tout d'un coup arrête son 4x4 et dit « C'est vous ou bien je me trompe ?»
Je voudrais saluer les Nigérois, les Nigérois et les Nigériennes pour leur spontanéité partout. Au marché, dans la rue, partout, ils ont reconnu leurs frères, leurs fils. Ils ont reconnu le serviteur des pains spirituels et l'ont salué et lui ont montré une affection qui sont des pansements et des réparations face aux persécutions que nous subissons pour la vérité que nous disons pour l'émancipation africaine. Oui, un accueil chaleureux du peuple qui est le reflet parfait et même la concordance parfaite de l'accueil chaleureux des dirigeants que j'ai remerciés. Ça, c'est le premier point. L'accueil chaleureux du peuple. Qu'est-ce que j'en tire comme moralité? Mais si vous servez véritablement un peuple, ce peuple ne peut que vous aimer. Et c'est une leçon aux dictateurs, à tous les satrapes reptiliens africains qui sont obligés de fuir leur peuple parce qu'ils font des choses haïssables, détestables à leur peuple. Voyez donc comment ces peuples nous aiment, nous qui les servons. Les mauvais présidents sont ceux qui n'ont plus de contact avec leur peuple parce qu'ils savent qu'ils font du mal à ce peuple. Ils ne peuvent pas aller à sa rencontre. Certes, un président ne se déplace pas n'importe comment pour des raisons de sécurité évidentes liées à ses fonctions. Mais je voudrais vous dire que la relation que moi, j'ai avec le peuple nigérien, mais c'est cette relation que j'ai constatée entre le peuple nigérien et ses propres autorités. À partir du moment où à la tête du Niger, il y a des hommes et des femmes qui servent le peuple nigérien. Les Nigériens se reconnaissent en eux. Quelle que soit la condition sociale de la Nigérienne ou du Nigérois, il se reconnaît en le président Tchani, en le premier ministre Ali Mahaman Zeyn. Il se reconnaît en le général Toumba, en le général Salifou Modi. Il se reconnaît en le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibou. Et quand vous marchez avec eux, vous voyez cela dans les gens. Le président Tchani n'achète pas le soutien. Les Nigériens le soutiennent parce qu'ils savent qu'ils mènent une politique pour eux. Ils mènent une politique qu'ils aiment. Ils mènent une politique de quelqu'un qui n'a pas prévu de fuir le pays en volant des milliards pour aller se cacher en Suisse, comme Paul Biya. Ils mènent une politique de quelqu'un qui n'a pas organisé des rétrocommissions pour faire sortir l'argent de son pays et aller le cacher dans les paradis fiscaux, comme Ouattara Draman. Il mène une politique de quelqu'un qui a choisi de vivre pour son peuple, avec son peuple et dans son peuple. Quelqu'un qui n'a pas peur qu'on lui arrache des milliards volés et qu'il vienne loger dans les banques françaises, les banques suisses, les banques anglaises, les banques européennes. Quelqu'un qui n'a pas peur de ça. Oui, c'est cette relation que je vois entre Assimi Goïta et le peuple malien, entre Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé. Ils savent que ce sont des dirigeants qui ne sont pas des voleurs. Parce que quand tu voles, tu es obligé de cacher. Mais tu ne peux pas cacher en étant parmi ceux à qui tu as volé. Voilà pourquoi les voleurs aiment toujours amener leur argent loin. Lors de cette visite, j'ai éprouvé une fois de plus la communion qu'il y a entre le peuple nigérien et ses serviteurs. J'en ai eu l'occasion en visitant 3 corps sociaux pendant cette visite. Le premier corps social que j'ai visité, c'est le corps des hommes et des femmes de culture. La culture nigérienne est très subtile. Dans la musique, dans le théâtre, dans l'art nigérien en général, sont véhiculées les légendes et les mythes fondateurs du pays. De telle façon que si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez bien sûr pas le Hausa, le Djerma, le Peul, le Touareg, si vous ne comprenez pas les langues nigériennes, et que vous écoutiez la musique nigérienne, vous pourriez penser qu'elle est monotone. Mais pour celui qui sait ce qui est raconté dans la musique, on se rend compte que c'est une musique d'épopée, une musique de légende et de mythe. Donc c'est une musique d'enracinement dans la tradition longue. Donc quand vous prenez la peine d'écouter les musiciens, les groupes de musique du Niger, vous vous rendez compte qu'en fait, ils viennent raconter l'histoire de l'enracinement de leur peuple. Presque toute leur musique est une musique d'enracinement. C'est une musique de rappel qui sauve l'âme, dont parle le président Tchani.
C'est le code de la culture nigérienne, le rappel. Ils se souviennent sans cesse de leurs grands. Ils se souviennent sans cesse des bonnes œuvres des hommes du passé, des femmes du passé qui les ont inspirés. Voyez par exemple la médaille que le président Tiani distribuait avec ses compagnons à plusieurs Nigérois et Nigériennes ces derniers temps, la fameuse médaille Saraona Mangou. Une reine sorcière, mais en réalité grande magicienne pour mieux dire, qui mit ses pouvoirs magiques, psychagogiques, au service de l'émancipation des populations de sa région. Donc, toute la culture au Niger maintenant est une célébration de la souveraineté. Et les Nigériens sont tellement attachés à cela qu'ils peuvent rester de 20h à 2h du matin, pleins dans le palais des congrès, pour ne rater aucun passage des troupes théâtrales, aucun passage des troupes musicales, aucun passage des troupes nationales ou étrangères venues manifester à leur festival. Et l'une des choses les plus remarquables aussi, c'est l'endurance des membres du gouvernement nigérien qui viennent suivre les spectacles. Quand ils ont commencé à 20h, vous avez tout le banc du CNSP qui est rempli de 20h à 2h du matin et qui contemple sans exclusive tout le spectacle. Parce que le moindre aspect de la culture nigérienne étant toujours rattaché à cette tradition d'épopée de légende, de remémoration et de rappel, la présence des plus hautes autorités de l'État montre le crédit qui est accordé aux récits qui sont dits, aux narratifs qui sont partagés. Et c'est quelque chose de remarquable. Quand les autorités aiment elles-mêmes leur culture, elles montrent le bon chemin au peuple. J'ai visité le monde nigérien de la culture et j'ai été ému de voir comment les artistes nigériens sont suivis par leurs autorités, écoutés par leurs autorités, quelle que soit la forme, la taille de l'œuvre musicale, elle est écoutée. Le banc des autorités ne se vide pas après 1h ou 1h30 pour que le public reste à apprécier ce qu'il veut. Non. Je voudrais saluer ici le ministre Amadou Abdourahmane Djibo. Lui, pendant 7 jours pratiquement, il est resté à chaque fois de 20h à 2h du matin. Jusqu'au dernier élément du spectacle pratiquement, il est resté. Ses compagnons du CNSP, nombreux à l'accompagner, à suivre le spectacle toute la soirée, pour montrer à chaque artiste que sa valeur n'est pas moindre. Donc le monde de la culture, une culture des racines. Mais il y a un deuxième monde nigérien que j'ai pu visiter cette fois-ci, puisque j'ai été invité, spécialement invité, à la fête de l'armée. La fête de l'armée, la 64e fête de l'armée du Niger. À cette occasion, sur la célèbre base 101, pendant pratiquement 6 heures de temps, j'ai été immergé dans la vie des armées nigériennes. Alors, mais l'armée nigérienne, c'est une famille formidable. D'abord, elle est caractérisée par un respect scrupuleux de la hiérarchie. Une très grande discipline de la hiérarchie. Mais en même temps, une grande familiarité, une grande fraternité entre les hommes. Une familiarité qui n'est pas banalisante, mais une familiarité solidaire. C'est-à-dire que quand le drapeau se lève, mais c'est tout le monde qui est au pas. Quand la cérémonie officielle commence, chacun joue strictement son rôle et chacun se tient à carreau. Quand tout ceci s'achève, la fraternité d'armes règne entre tous les hommes, par-delà les grades. C'est une armée dans laquelle, en tout cas pendant le temps qu'il m'a été donné de l'observer, je n'ai pas vu le dédain habituel d'un certain nombre d'officiers des armées néocolonisées envers les sous-officiers et les soldats du rang. Je n'ai pas senti cela. Une symbiose entre le général, le colonel, le lieutenant-colonel, le commandant, le capitaine, le lieutenant, l'adjudant-chef, l'adjudant, le soldat du rang, symbiose. À tous les niveaux. Et ça se voit dans la facilité avec laquelle ils se saluent. Et c'est une armée dans laquelle les hommes de tous les corps d'armes se saluent. On donne son respect à son supérieur hiérarchique et s'il accepte de vous tendre la main, vous lui tendez la main. La plupart
des officiers que j'ai pu observer, je n'en ai pas vu un seul qui ne tende pas la main à son inférieur hiérarchique, à son subalterne. En dehors des circonstances des cérémonies. Donc d'abord une armée fraternelle, une armée ordonnée et fraternelle. Mais surtout ce que j'ai vu, c'est que c'est une armée expérimentée. Ah oui! Quand je me souviens que certains ont voulu menacer l'armée nigérienne de coups et blessures parce qu'ils prétendaient qu'elle leur avait demandé de retirer leurs troupes de son sol. En fait, militairement, personne n'était capable de battre l'armée nigérienne là au Niger, hein, parmi les gens qui la menaçaient là. Surtout à Niamey sur la base 101. Les positions de l'armée nigérienne sur le sol nigérien sont des positions tactiquement et stratégiquement supérieures à celles que tenaient les armées occidentales présentes sur ce tarmac. De telle façon que tenter de s'attaquer à l'armée nigérienne, dans les circonstances qui prévalaient au summum de la crise, c'était suicidaire pour les forces étrangères. C'est une armée hautement expérimentée et qui a l'expérience de plus de 10 ans de guerre. C'est une armée qui a vu ses hommes mourir, mais aussi qui a eu le temps de s'aguerrir, contrairement aux propos du junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum. Elle est supérieure aux terroristes et elle les vainc tous les jours. Donc le professionnalisme. Le plus remarquable de ces professionnalistes, pour ma part, je l'ai vu, dans non seulement la jeunesse de la plupart des pilotes de l'armée de l'air nigérienne, mais dans leur capacité à lever les aéronefs les plus techniques qui soient et à les mobiliser dans les missions les plus expertes. Franchement, avec le peu que j'ai vu, j'ai confiance en la capacité de l'armée nigérienne à impulser la défense et la sécurité de ce pays. J'ai confiance en sa capacité à participer à la consolidation de la forteresse de la Confédération de l'AES. Et enfin, le dernier corps de la société nigérienne que j'ai pleinement visité, bien sûr, c'est le corps politique. Je suis admiratif de la cohésion qui règne au cœur des plus hautes autorités de ce pays, de la discipline qui règne dans les réunions et de la convergence de vues sur l'essentiel qui caractérise l'attitude des officiels. Oui, je voudrais vous dire que j'étais au cœur du peuple nigérien et que je l'ai vu vivant, résilient, rayonnant, courageux, malgré les difficultés économiques et sociales qui, c'est évident, persistent, mais qui progressivement devront être jugulées. C'est un peuple qui a repris confiance en lui-même. Je vous rapporte les nouvelles d'un Niger debout. Un Niger vivant. Alors, quels sont les actes qui ont amené les Nigérois et les Nigériennes à avoir cet état de conscience? Ces actes sont simples. En un an, le président Tiani a débarrassé le sol nigérien des troupes d'occupation néocolonialistes françaises, impérialistes américaines et européennes. Ça fait un. En un an, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP ont réussi à gérer le Niger en budget sécurisé grâce à leurs moyens endogènes, sans tendre la main à l'humanitarisme et à la mendicité internationale. Ça, c'est le deuxième point de fierté des Nigériens. En un an, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP et du gouvernement ont fait reculer les bandes terroristes qui sont en débandade dans tout le Sahel. La peur a changé de camp. Les complices de Mohamed Bazoum rasent les murs du Niger. Et enfin, sur le quatrième point, le Niger s'est fait respecter sur le plan de la diplomatie internationale en moins d'un an. Pour ces 4 raisons, je peux vous dire que le voyage que je viens d'avoir au Niger est une source évidente de confiance en l'avenir de ce pays. Je voulais partager cela avec vous et vous dire, si vous en avez l'occasion, mais allez au Niger. Allez voir le quotidien des Nigériennes et des Nigérois. Un peuple laborieux, un peuple qui ne rechigne pas à l'effort, qui est au travail, dans tous les petits métiers, au travail dans les bureaux,
avec des administrations mobilisées pour que le budget du pays soit tenu. Allez voir le Niger. Avec la lutte contre la corruption qui bat son plein là-bas, les corrompus ont chaud aux fesses. Avec la Coldef qui monte en puissance chaque jour. Allez voir le Niger. Je voudrais conclure mon mot sur le Niger en disant que ce pays a un formidable potentiel touristique. J'ai eu l'occasion de le découvrir en me déplaçant en bateau à moteur sur le puissant fleuve Niger à Niamey. Il y a des îles sur le fleuve Niger. Il y a vraiment des emplacements touristiques extraordinaires. Il y a là matière à investissement dans le tourisme, la restauration, les sports nautiques. Il y a matière à investir là sur le fleuve Niger pour en faire l'une des zones d'attraction les plus enviées du Sahel. Si vous êtes intéressé par des affaires dans le domaine touristique, dans le domaine notamment du tourisme fluvial, investissez au Niger. Investissez au Niger. J'ai visité ce fleuve dont le potentiel est sous-exploité. Il y a également, bien sûr, un potentiel écologique extrêmement important qui devrait être exploité pour l'éducation des générations. Ce fleuve-là est une école. J'ai eu l'occasion de faire des rencontres d'hommes profonds, connaissant l'histoire de ce fleuve depuis sa naissance dans les montagnes du Fouta Djallon, eh bien, avec ses embranchements avec la Benue au Nigeria ou les différents maillots du Cameroun. L'histoire de ce fleuve à elle seule peut être l'occasion d'une pédagogie. Je vous invite à investir au Niger, à investir sur le fleuve Niger. Il y a un potentiel vraiment énorme d'activité autour de cette affaire. Si j'étais homme d'affaires, j'investirais dans le domaine touristique autour du fleuve Niger et j'organiserais une entreprise d'éducation autour justement de la vie de ce fleuve que j'ai découvert. Je ne le savais pas aussi puissant, aussi vivant, aussi nuancé. Je ne l'imaginais pas. Je ne l'imaginais pas tel que je l'ai vu. J'en avais une perception purement aérienne. Il m'a fallu aller sur le fleuve pour voir son potentiel. Et je pense que partout où il passe ce fleuve, comme à Bamako d'ailleurs, que je connais très bien, ce fleuve offre des chances inouïes qu'il faut que l'Afrique sahélienne sache saisir. Voilà. C'est là, pour ainsi dire, ma chronique de retour du Niger que je voulais vous donner.